Voilà, bienvenue dans cette seconde présentation de la première session de ce matin. Donc là, tout de suite, nous allons avoir Théo Le Serre qui va nous parler du développement d'une application d'aide à la maintenance de centrales photovoltaïques. Et donc, vous représentez Philbox AI. Voilà, donc je vous laisse la parole. Vous avez... Merci beaucoup. Alors, plus précisément, je vais vous présenter un projet qui s'est déroulé durant l'année 2021 en collaboration avec une société qui s'appelle Valemo. Normalement, j'aurais dû être accompagné d'une salariée de Valemo qui est data scientist également, donc Claire Timons, qui n'a pas pu venir. Et donc, le fil conducteur de la présentation, ce sera comment, avec assez peu de données en quantité comparé à ce qu'on peut voir généralement, comment, avec des données d'une qualité qui ne sont pas forcément très bonnes, on arrive, grâce à des connaissances métiers, à fournir une information qui a de la valeur pour un client, en l'occurrence pour Valemo. Donc, je vais commencer par présenter nos deux sociétés, donc Valemo, Philbox, qui nous sommes, qu'est-ce que nous faisons. Quelques mots très rapides sur le photovoltaïque. Et ensuite, je vais commencer à présenter le problème. D'abord, un petit état de l'art et présenter qu'est-ce qu'on peut prendre dans l'état de l'art, qu'est-ce qu'on ne peut pas prendre vu les données qui étaient à notre disposition. Et ensuite, je vais faire un petit storytelling de la solution qu'on a proposée et puis quelques perspectives qu'on compte mettre en place sur l'année 2022. Alors, donc Philbox AI, c'est ma société, c'est une entreprise qui est basée à Bordeaux et on vient de fêter nos 10 ans d'existence. Et donc nous, notre travail, c'est de concevoir, de déployer des algorithmes qui permettent de superviser et d'aider à la prise de décision dans des opérations industrielles. Valemo, ce sont des exploitants de parcs à énergie renouvelable. Ils ont à peu près la même ancienneté que nous, donc 11 ans d'existence, et 850 MW en exploitation, dont 150 de photovoltaïque. Le photovoltaïque, c'est quelque chose d'assez nouveau pour Valemo. Ils ont commencé en 2017, ce qui d'ailleurs a un impact sur la quantité de données qui va être à notre disposition, puisqu'on ne pourra pas dépasser les 4 ans, 4 ans et demi d'ancienneté sur les données à notre disposition. Donc voilà, pour Philbox, les 4 points fondamentaux, les 4 piliers de notre méthode de travail. Et donc là, le projet avec Valemo, on se situe à peu près entre la mise en production et l'industrialisation. C'est-à-dire à l'heure actuelle, notre solution tourne sur 2 centrales différentes. Et donc l'objectif en 2022, c'est à la fois d'aller plus loin sur les 2 centrales sur lesquelles nous travaillons, mais également de déployer sur de nouvelles centrales. Et enfin, Valemo a également ses propres piliers. Je ne vais pas vous faire l'affront de tout lire, mais juste dire que nous, on se situe dans la partie optimisation de la performance. Donc notamment, il y a la partie suivi des indicateurs clés. Les indicateurs, ils sont définis contractuellement lorsqu'ils gagnent un contrat d'exploitation. Nous, une partie de notre travail, ça va être de se dire, est-ce qu'on peut remettre en question ces indicateurs clés grâce à l'analyse des données. Très bien. Donc, on a mis 2 slides sur l'état du photovoltaïque en France, en Europe. Donc, l'idée, c'était de voir où se situe la France par rapport aux autres pays. Donc, en Europe, on est à peu près au niveau de l'Italie, du Royaume-Uni et de l'Espagne, même si la production en Allemagne est bien supérieure à la production française. Et enfin, un petit mot sur l'État en France, puisque on en profite pour dire que la région Nouvelle-Aquitaine est la région de France métropolitaine où on produit le plus de mégawattheures en photovoltaïque. Très bien. Pour aller plus loin, je vais avoir besoin de donner quelques définitions pour que tout le monde comprenne de quoi on va parler aujourd'hui. Donc un pyranomètre, c'est l'instrument qui va mesurer la quantité d'énergie solaire qu'il reçoit. Donc l'unité, c'est des watts par une surface, donc typiquement des watts par mètre carré. Un string, c'est une chaîne de panneaux solaires qui sont en série.
et ça va être la plus petite entité sur laquelle on va réussir à avoir des données. Donc le channel, c'est un regroupement de plusieurs strings qui correspond à l'entrée d'un onduleur, l'onduleur étant l'entité qui permet de transformer le courant, d'ailleurs il y a une erreur, hein, puisque ça permet de transformer le courant continu qui sort des panneaux en un courant alternatif. Et enfin, le tracker, c'est quelque chose qui n'existe pas sur toutes les centrales photovoltaïques, mais c'est un petit moteur qui permet à un panneau de suivre la course du soleil. Et alors les trackers, il y a différentes technologies. Nous, ceux avec lesquels on travaille, leur commande de position est dite en boucle ouverte. Donc ça veut dire qu'elle est définie à l'avance et le tracker suit la commande qui est établie indépendamment de la réelle position du soleil. Il suit la commande qu'on lui a donnée de suivre. Le problème qui nous a été donné, ça a été de détecter les sous-performances à l'échelle de la centrale. Donc d'être capable de dire qu'un élément produit moins que ce qu'il aurait dû produire. Et donc là, on voit bien qu'il y a une difficulté, parce que en fait, ce qui va être compliqué, c'est qu'est-ce qu'il aurait dû produire si tous les éléments de la centrale fonctionnaient bien. Pour être capable d'apporter cette information, donc la quantité qu'on aurait dû produire, il faut qu'on soit capable de repérer des dysfonctionnements de capteurs, ou en tout cas de challenger le fait qu'un capteur ne donne pas une information suffisamment précise. À terme, on voudrait fournir de nouveaux KPI, notamment la mesure de l'efficacité de la centrale. Et ensuite, on a tout un travail d'alerting et de développement d'un outil qui soit le même pour différentes centrales, malgré l'hétérogénéité à la fois des équipements, mais également des bases de données. Et donc nous, cette présentation va surtout s'intéresser à la partie, aux deux premiers points, détection des anomalies et dysfonctionnement, en prenant en compte les dysfonctionnements de capteurs, mais on a également développé une application qui regroupe le tout et qui est actuellement en production. Alors, avant de commencer, il faut toujours faire ça, c'est-à-dire qu'est-ce que le client a avant de commencer à vouloir fournir une solution. Donc actuellement, toute la partie reporting et la visualisation, donc la BI, ce sont des outils que les opérateurs ont déjà. Ils ont également une liste des arrêts qui est générée automatiquement. Et ça, c'est important, parce que ça veut dire que nous, notre travail, c'est pas de détecter les pannes, en fait. Enfin, c'est très facile de détecter une panne a posteriori. C'est pas là-dessus que nous, on s'inscrit. Ils sont aussi capables de faire des analyses de données ponctuelles, mais qui vont toujours être faites manuellement. Donc, par exemple, c'est une intuition d'un opérateur qui va devoir faire l'effort d'aller chercher la bonne donnée qui permet de confirmer ses intuitions. Et enfin, la possibilité d'intégrer de nouveaux parcs. Et le besoin, c'est une détection automatique des sous-performances avec, dans l'idéal, une analyse des causes. Être capable de dire, cet élément n'a pas bien fonctionné à cause de cela. Et donc, dans un second temps, ce sera une amélioration des connaissances de la centrale en fonction de leur environnement. Donc, est-ce qu'une centrale se comporte de la même façon si elle est en région parisienne ou en région Nouvelle-Aquitaine? Quel est l'impact de la température, de la météo? Et donc, une fois qu'on a posé ça, on peut commencer à passer sur la partie qui nous intéresse, c'est-à-dire les données. Donc, quelques mots sur les données qui étaient à notre disposition. Comme je l'ai dit, on a travaillé sur 2 centrales qui ont moins de 5 ans d'historique, dont l'une qui n'a qu'1 an d'historique. Et on s'est limité à assez peu de données, en fait. On a considéré les données de production, donc qu'on peut considérer presque indépendamment, ou presque de manière équivalente comme étant des ampères ou des watts en instantané. Et on a aussi les données d'ensoleillement. Et enfin,
il faut prendre en compte que les deux centrales n'ont pas forcément la même structure. Il y en a qui ont ce qu'on appelle un onduleur central, donc, sur lesquels on ne va pas avoir accès aux données des strings, que j'ai défini comme étant la plus petite entité à l'échelle de la centrale, tandis que pour l'autre centrale, on va avoir accès à ces données. Nous, notre but étant d'être le plus général possible, notre but c'est d'éviter d'utiliser au maximum les données des strings pour pouvoir le développer ou déployer sur le maximum de centrales possibles. Ça se comprend. Et alors, si on commence par un petit survol de l'état de l'art, on va voir qu'il y a 4 méthodes, de manière générale, qui se dégagent. La première, elle consiste à identifier des patterns dans les signaux électriques. L'idée, par exemple, c'est de se dire, si à la maison, avant qu'une ampoule ne s'éteigne, généralement, on le sait parce qu'elle a commencé à clignoter plus que de raison. Donc, en fait, en regardant les signaux électriques, on devrait être capable de voir que quelque chose ne se passe pas bien. La deuxième chose, c'est de comparer aux données historiques. Je veux dire, j'ai un historique sur lequel je sais que ma centrale a bien fonctionné. Je compare le fonctionnement actuel à cet historique, et puis j'ai une vague idée de si je me comporte bien ou pas. La troisième, c'est si on a un simulateur, de tout simplement comparer ma production aux simulations. Alors les deuxième et troisième solutions sont en fait assez proches, sachant que le troisième, ce qu'on appelle une simulation généralement, ça va être les spécifications des fabricants de machines. Et enfin, la dernière, c'est de comparer les équipements entre eux. Donc je vais prendre deux channels, je vais supposer que c'est les mêmes, ça sort de la même usine, ça devrait produire la même chose, donc on va comparer ce qu'ils font les uns les autres. Et donc, la donnée, on va dire la donnée clé qui permet de savoir ce que j'aurais dû produire, ça va être la quantité de soleil que j'ai reçue. Ça, on le comprend bien. Plus je reçois de soleil, plus je suis censé produire, et inversement. Mais là, on se confronte à un problème qui nous est remonté par les opérateurs, qui est que les données des Pirano, elles sont peu fiables, donc le capteur est connu comme n'étant pas précis, voire se décalant dans le temps. Et puis surtout, on a une donnée unique pour toute la centrale. Or, on sait qu'il va y avoir une hétérogénéité au niveau de la centrale parce qu'il peut y avoir de l'ombrage, parce qu'il peut y avoir du vallonnement. Et le paradoxe de ces données, c'est qu'elles sont utilisées pour tous les indicateurs de performance. Et donc, nous, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est comment est-ce qu'on peut essayer de se passer de cette donnée pour essayer quand même d'apporter une information intéressante pour le client. Donc l'idée intuitive, c'est ce que je disais, ça va être de comparer ce qu'on produit à la quantité d'énergie qu'on a reçue. Donc pour ça, on va prendre chaque équipement, on va regarder sa production, on va la normaliser par l'énergie qui est raccordée à cet équipement. Donc par exemple, si on va dire que son énergie ou sa puissance nominale, c'est de 50 watts, on va diviser sa production par 50. Et puis, on va la comparer à l'ensoleillement. Et donc, on se retrouve avec ce magnifique nuage de points, ce à quoi on ne s'attendait pas. On s'attendrait à avoir quand même beaucoup moins de disparités. Donc, par exemple, la ligne qui suit l'axe des abscisses, ça va être les pannes. Donc, c'est vraiment les points qui ne nous intéressent pas, parce que les opérateurs savent déjà quand il y a des pannes. Mais ce qui va nous intéresser, c'est l'endroit où on se situe dans le nuage de points principal. Qu'est-ce qui fait que parfois, on va être en haut de la courbe et donc beaucoup produire par rapport à l'irradiation, et qu'est-ce qui fait que parfois on va être en bas de la courbe. Et est-ce que être en bas de la courbe, ça veut dire qu'on a un problème ou pas? Parce que si oui, on va remonter beaucoup de problèmes et ça ne va pas être une information intéressante pour l'opérateur, puisque son but, c'est pas qu'on lui dise que tous ses équipements sont en panne, parce que dans tous les cas, il n'aura même pas le budget pour tout réparer. Il n'y aura ni le temps ni le budget. Donc, notre objectif, ça va être de comprendre ce qui fait qu'on peut se déplacer dans ce nuage de points et d'essayer de générer une feature qui soit un peu moins dispersée. Donc ce que font le métier, puisqu'ils sont déjà tout à fait au courant
les données sont très dispersées, et c'est assez intuitif, c'est de dire j'enlève les données aux bases d'irradiation. Oui, c'est logique, parce que les équipements, ils sont designés pour fonctionner à une certaine puissance. Quand ils reçoivent moins de soleil, moins d'énergie que ce à quoi ils ont été designés, on peut comprendre qu'ils produisent moins qu'attendu. Mais en fait, on comprend bien, en regardant la courbe, que ça ne va pas beaucoup nous aider, quoi, parce que même si on enlève la partie gauche du signal, ce sera toujours autant dispersé. Et puis on a une deuxième problématique, c'est que si on enlève les points aux bases d'irradiation, on ne va pas avoir beaucoup d'informations l'hiver. Et on ne peut pas décider de s'aveugler ou de se mettre des œillères pendant la moitié de l'année, parce que ce ne serait pas intéressant, d'autant que c'est quand même beaucoup plus intéressant de faire de la maintenance l'hiver, parce qu'on perd moins en production. Et donc, on n'a pas beaucoup de données en fait qui nous restent à investiguer. Il nous reste grosso modo la saisonnalité. On s'est demandé est-ce qu'on ne se promènerait pas dans cette courbe en fonction du mois de l'année. Bon, ça n'a rien donné. En fait, ce qui nous a sauvés, ça a été de se balader plutôt dans la journée. On a remarqué qu'on était plutôt sur la partie supérieure de la courbe le matin que l'après-midi. Ça, c'était pas intuitif. On en a parlé aux opérateurs. On n'a pas trop compris pourquoi. On peut émettre des hypothèses, se dire par exemple que parce que il a produit pendant N heures d'affilée, l'après-midi, l'équipement est un peu plus fatigué, donc il baisse en production. Mais donc, qu'importe. L'idée, c'est de se dire comment est-ce qu'on arrive à créer une variable qui contient à la fois l'information de l'irradiation et de l'heure. Et là, on se dit, peut-être qu'une bonne méthode, ce serait de considérer l'équipement qui a le mieux produit, donc le meilleur, qui serait notre référence, parce que si on les considère à la même heure, l'heure elle est commune à tous les équipements, ça c'est le bon point, et puis on espère qu'ils reçoivent tous la même quantité d'énergie. Et en fait, pour considérer le meilleur channel du parc, pour chaque heure, comme je dis, on prend le channel qui a le plus produit, on le compare aux autres productions. Et en fait, on voit qu'on a quand même sacrément diminué la dispersion. Donc on est plutôt content, on a un R2 qui tourne autour de 0,9, très bien. Mais en fait, est-ce qu'on ne peut pas faire mieux? Parce que, encore une fois, là, on a une information qui serait unique à l'échelle de la centrale. Et donc nous, ce qu'on s'est dit, c'est on va développer une notion qu'on a appelée le voisinage ou le voisin, qui va être de se dire, je prends un channel, je vais regarder ceux qui sont autour de lui, et je vais considérer que tous ces channels autour, ils devraient recevoir la même quantité de soleil. Parce que s'il y a de l'ombre, elle devrait être commune à tous les voisins. S'il y a du vallonnement, la géographie du parc, elle ne va pas non plus changer en quelques mètres. Et donc, on va plutôt considérer pour chaque channel que sa référence, c'est son meilleur voisin. Et là, on commence à avoir des choses intéressantes, parce qu'on est tombé sur un R2 qui était plus proche des 0,98. Et en plus, on s'aperçoit que déjà, on a pris en compte l'heure, l'irradiation, le vallonnement, mais en plus, on a une estimation des pertes associées à une sous-performance, puisqu'on a la distance à la référence. Donc en plus, on est capable d'associer une perte estimée à une sous-performance détectée. Si j'écris noir sur blanc les hypothèses qui nous ont mené à faire ce développement, en fait, il y en a deux. La première, c'est qu'au moins un des voisins fonctionne normalement. Et la deuxième, c'est que localement, tous les panneaux reçoivent la quantité d'énergie. Et là, moi, j'aime beaucoup, parce qu'on voit bien le paradoxe. C'est que si je suis très permissif sur le choix des voisins, la première hypothèse, elle sera très vraie, parce que je vais considérer beaucoup de channels, donc il y en a forcément un qui va bien fonctionner. Mais par contre, ça va inférer la deuxième, parce que je vais considérer une plus grande surface, et donc l'hypothèse qu'ils reçoivent tous la même quantité d'énergie, elle sera plus vraie, ou moins vraie plutôt. Et donc là, moi j'aime bien, parce que souvent en data, il faut faire des choix. Et là, c'est exactement ce à quoi on est confronté. Peut-on vérifier ces hypothèses? C'est toujours important quand on fait des hypothèses de se donner les moyens de les vérifier. La première, c'est un peu compliqué. Je vous avoue, c'est compliqué de dire oui, tout le monde a un voisin qui fonctionne normalement.
Ça, je peux difficilement l'affirmer. Par contre, localement, tout le monde reçoit la même quantité. Oui, je peux le faire. Il suffit de trouver des plages où tout le monde produit la même quantité de soleil. Et en fait, on s'aperçoit que si on est gentil enfin pas trop gourmand sur la définition de voisin, on y arrive très bien. D'ailleurs, c'est pour ça que la droite qu'on a à la fin, c'est une droite. Et par contre, on voit très bien qu'on arrive quand même à détecter des moments où des channels fonctionnent pas bien. Par exemple, ici, on voit forcément, j'ai pris la même période de temps, au mois de juillet, on voit très bien qu'il y a un channel, à l'œil nu, on a réussi à en mettre en évidence le fait qu'il fonctionnait moins bien que ses voisins. Bon, une fois qu'on a ça, on peut tout packager, on est content, on a accès aux pertes, on est capable de leur associer une perte, à une date donnée, à un couple ondulaire channel, et ensuite on peut se poser la question, est-ce qu'on peut les normaliser, est-ce qu'on peut les agréger? Les normaliser, ça peut servir à quoi? Ça peut servir à donner une note, par exemple, de dire à telle date, il a fonctionné à 80% de ce qu'il aurait pu. Et puis les agréger, ça permet de se donner une information un peu plus temporelle. Parce que, en fait, si on ne fonctionne pas bien pendant un jour, on ne va pas s'embêter pour 5 mégawattheures de perdu. C'est pas très grave. Donc la temporalité est quand même importante. Et enfin, donc ça c'est encore un work in progress, c'est est-ce qu'on est capable d'établir les causes qui ont conduit à ces sous-performances. Ça peut être un problème de tracking, donc le moteur n'arrive pas à suivre la course du soleil, le tracker. Ça peut être des chutes de tension, ça peut être de l'ombrage. Et alors s'il y a de l'ombrage, on voit bien qu'il y a des limites du modèle qui arrivent, parce que c'est un peu ce que j'ai évoqué, s'il y a de l'ombrage sur un panneau, il va y en avoir sur ses voisins. Et donc, encore une fois, ça renforce le fait qu'il faut quand même bien contrôler la distance critique qu'on considère. Je rappelle encore une fois que les pannes ne sont pas des sous-performances. Et au final, on tombe sur 2000 sous-performances détectées pour à peu près 200 MWh. On est sur le range qu'on cherchait parce que ça fait à peu près 2 pannes par jour. Et avec les 3 routes causes que j'ai présentées avant, on arrive à trouver à peu près la moitié des causes. Ça veut dire qu'il en reste encore la moitié à trouver. Donc ça sera un travail à faire. Mais nous, ça nous a rendu assez confiants pour développer une application qui mettait ça en prod. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a développé une application. J'ai mis un screen de l'application en annexe si ça intéresse. Et notre but, c'est de s'inscrire dans le programme de maintenance. Donc, être capable de prioriser, de dire c'est ça qu'il faut réparer en priorité, alors, sachant que là, on n'est jamais sur la priorité quand on traite les sous-performances. Les priorités, c'est les pannes. Mais si jamais il y a un réparateur qui est sur site et qui a du temps, on est capable de lui dire, si tu as une demi-heure, essaye de préparer ça. Et puis surtout, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on est en train de créer un dataset qui permet de dire à quel moment les équipements commencent à sous-performer. Et donc, ça va nous donner un dataset d'entraînement si on veut passer au prédictif dans le futur. Et grosso modo, là j'ai voulu mettre une jolie courbe, c'était de se dire, si on arrive à donner une note à chaque équipement au cours du temps, en fait on peut vraiment dézoomer et regarder un peu le comportement de la centrale sur une longue période. Donc là j'ai affiché presque 3 ans de données. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit des patterns verticaux. Donc ici, c'est le temps, pardon, et ici, ce sont les équipements. Donc on voit des patterns verticaux, qui veut dire qu'un équipement a sous-performé pendant longtemps. On voit et on voit des patterns horizontaux, qui veut dire que plusieurs équipements ont sous-performé en même temps. Et ça date de l'info qui est intéressante, notamment pour la priorisation. Et un des objectifs, c'est de se dire, est-ce qu'on arrive à transformer cette heatmap en un programme de maintenance intelligible ? Et puis voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais raconter. Merci beaucoup, c'était très clair, très intéressant. C'est un vrai cas d'usage mené jusqu'au bout. Donc en data et en IA, je trouve que c'est vraiment
C'est vraiment intéressant. Je vais regarder si je surveille le chat en fait, parce que tout à l'heure on avait raté des questions. Donc n'hésitez pas au chat si vous avez des questions à poser. Moi, alors au départ vous avez parlé d'IA frugale et du fait que vous n'avez pas beaucoup de données, mais là ça fait beaucoup de données quand même. Donc je voulais juste vérifier que ça veut dire quoi beaucoup de données ou pas beaucoup de données. Alors il n'y a pas beaucoup de colonnes, je voulais dire. En fait, grosso modo, là, on s'est débrouillé avec des données de courant, des données du coup de Pyrano d'ensoleillement, et on a même dû utiliser le temps comme une feature pour la rajouter. Alors, effectivement, au final, vu qu'il y a une colonne par équipement, ça peut en faire beaucoup, mais en fait, de manière générale, on a plutôt tendance à considérer les équipements indépendamment les uns les autres. Ce qui fait que les équipements voisins ou tous les équipements deviennent des features, c'est le fait justement de considérer qu'ils ne sont pas indépendants ensemble, quoi. Donc voilà pourquoi j'ai dit ça. Et alors, j'aimerais, là, il faut qu'on essaie de revenir dans le planning, mais juste je vais profiter de votre expertise pour une question très générale qui va peut-être intéresser tout le monde en data. C'est à quel moment est-ce qu'on se rend compte qu'il nous manque des données pour l'entraînement? À quel moment est-ce qu'on abandonne, par exemple, un modèle prédictif? Et est-ce qu'on reboucle sur le constructeur pour lui dire, voilà, j'ai besoin d'informations supplémentaires? Et ça, c'est vraiment un peu c'est pas la magie, parce que c'est pas de la magie, mais c'est un peu l'expertise, en fait, derrière qui parle. Alors, je pense qu'il y a différents niveaux d'expérience. Moi, j'aime bien être proche de la physique, donc si je sens que physiquement, déjà, il va me manquer une info, je vais le remonter directement. Après, oui, à quel moment on abandonne? Le plus souvent dans l'industrie, c'est quand il n'y a plus de sous, quoi. Enfin, je dirais factuellement, je pense que c'est la vraie réponse, quoi. Non, mais là, ça marche, c'est assez impressionnant. Ok, belle démonstration de ce qu'on peut faire. Voilà, donc pas de questions je vais quand même appuyer sur le petit bouton. Si. En fait, c'est un peu lié à ce que je demandais, c'est quel était le travail de création de features? C'était un peu le storytelling que j'ai raconté. Je l'ai presque raconté linéairement. J'ai pas vraiment rajouté d'étapes ou enlevé d'étapes. On l'a presque fait comme ça. Alors, il y a un temps de réflexion au milieu. J'ai juste enlevé toute la partie où, nous, intuitivement, ce qu'on pensait, c'était regarder la saisonnalité, surtout. Voir le vieillissement des équipements. Et puis, quand on a vu que ça nous donnait rien, il a fallu tenter d'autres choses, quoi. Okay. Mais je l'ai presque raconté linéairement, quoi. C'est ça, c'est vraiment quelque part le bon sens qui dit, voilà, il peut y avoir un problème sur un, mais pas sur un groupe, donc on va les regrouper, donc c'est vraiment se plonger au plus près de la donnée pour la comprendre. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui manque en général en IA et en data, c'est-à-dire l'historique de la donnée, ce qu'elle représente et ce qui est caché en fait dans le modèle et dans ce qu'on prédit. Ok, merci beaucoup. Merci pour la question. Et puis on va faire une petite pause et puis passer à l'exposé en ligne.